Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors aujourd'hui, nous avons un numéro un peu spécial puisqu'hier, nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau 5 députées européennes, membres du Rassemblement national au Parlement européen. Donc, elles me rejoignent sur ce plateau pour parler de leur combat, pour expliquer leur façon de défendre les droits des femmes. Alors, Joëlle Mélan, certains courants féministes, plus ou moins activistes actuels, selon vous, servent-elles à faire avancer la condition féminine ? Pas du tout, bien au contraire. Voilà. Certains mouvements sont tout à fait activistes, au sens où on l'entend ordinairement, parce qu'au motif d'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est tout à fait légitime au plan professionnel, elles viennent s'immiscer très loin dans tout ce qui est bien plus loin la vie privée. La vérité, et on va se le dire carrément, et tant pis si je choque, toutes ces femmes ont des problèmes elles-mêmes, avec elles-mêmes. Voilà, elles ne sont pas véritablement bien dans leur peau et elles veulent imposer la même chose à toutes les autres femmes, et cela de manière obligatoire et cela de manière législative. Cela n'est pas compatible avec la liberté que l'on doit à toutes les femmes. Il faut les laisser libres de leur choix de vie, qu'elles soient des filles, des mères, des épouses ou des personnes célibataires qui veulent être dans la vie privée. Et ces femmes posent aussi un vrai souci à l'égard d'une minorité, selon elles, discriminée, qui serait des catégories sous-genrées, la communauté LGBT. Je crois que cela est tout à fait préjudiciable parce que ces personnes ont probablement, et il est vrai, besoin d'être aidées dans la possibilité de trouver un équilibre qui n'est peut-être pas tout à fait celui de la majorité des gens qui les entourent, et je pense qu'elle leur porte tort. Je ne crois pas que l'on puisse aider et je ne crois pas qu'on puisse faire une lutte égalitaire avec des visions de passionnariat. Alors, une autre question, quelles sont vos propositions ? Est-ce que vous avez des propositions concrètes en fait, pour faire avancer la condition des femmes ? Je crois qu'il faudrait les laisser libres, quel que soit leur âge et quel que soit le moment de leur vie, les laisser libres de travailler ou de ne pas travailler. Mais tout cela présuppose une grande politique globale du pouvoir d'achat. La réalité oblige à dire que dans notre pays, mais aussi dans beaucoup de pays européens, il faut maintenant être deux dans un ménage pour entrer le même salaire qu'il y a 20 ans où une seule personne suffisait. Et qu'en conséquence, il faut absolument cette politique du pouvoir d'achat. Malheureusement, les crises successives ne vont pas dans ce sens-là. Et il faut absolument que les femmes puissent avoir leur choix au moment où elles le veulent pour concilier leur vie de mère, leur vie d'épouse, leur vie professionnelle. Et oui, avec diplôme et capacité égale, et car il faut une carrière égale et une rémunération égale, bien entendu. Mais dans le reste de la vie, il n'y a rien à imposer. Très sincèrement, les femmes n'ont pas à choisir entre leur patron et leurs enfants ou leur mari. Elles doivent pouvoir mener leur vie comme elles veulent. Cela devra se compléter avec des formations et des dispositifs ingénieux. Et chaque État membre devra avoir ces dispositifs ingénieux pour qu'il y ait des passerelles en fonction des différents âges de la vie de la femme. Merci Joëlle Mélan. Alors Annika Brunner, vous êtes membre ici au Parlement européen de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Vous y êtes très active notamment sur la question de la place de l'enfant, notamment lors des violences conjugales, mais aussi sur la question de la réinsertion des femmes qui ont consacré une grande partie de leur vie à élever leurs enfants. Alors pourriez-vous nous en dire plus ? Voilà, alors je voulais évoquer aujourd'hui la problématique des femmes qui désirent conjuguer leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est un sujet important parce que ça pointe plusieurs sujets comme la démographie, puisque en Europe, la moyenne générale est, si j'ose dire, de 1,6 enfants par femme, donc c'est très faible. Et d'autre part aussi un réel problème pour les retraites de ces femmes qui ont élevé des enfants et qui, arrivées à l'âge de la retraite, ont des pensions très insuffisantes. Donc pour cela, il faut une politique familiale forte et pour cela également donc, des mesures très fortes. Alors, un point positif, en fait, pour les députés européens, c'est de partager les bonnes pratiques entre États membres. Moi, je voulais m'inspirer aussi de ce qui avait été fait dans les pays nordiques, notamment en Suède. C'est-à-dire qu'ils ont fait énormément de points d'accueil pour les enfants. Donc, et alors, paradoxalement, si j'ose dire, c'est assez intéressant, ce sont les femmes qui travaillent le plus, qui ont le plus d'enfants. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une politique familiale qui est appliquée là-bas, très importante. Donc, en France, il serait important de faire qu'il y ait beaucoup plus de crèches,
notamment justement pour aider les femmes qui veulent se réinsérer professionnellement, pour pouvoir placer temporairement leurs enfants, pour avoir des formations professionnelles ou tout simplement rechercher un emploi. Et d'autre part, quand même une idée que j'avais eue et que j'avais soulevée en commission, pourquoi pas de faire en ligne des formations pour ces femmes qui veulent se réinsérer ou pour s'orienter autrement après avoir décidé de placer les enfants à l'école, justement. Et aussi, on pourrait également envisager d'inciter les entreprises par des subventions ou des allégements fiscaux à embaucher en priorité ces femmes qui ont suivi ces formations pour les réinsérer dans la vie professionnelle. Merci Annika Bruna. Aurélie Beigneux, vous souhaitez alerter nos spectateurs sur un sujet qui est un sujet très important, les mutilations génitales. Pourriez-vous nous expliquer votre cause ? Oui, donc tout d'abord, il faut rappeler que la quasi-totalité des pays du monde ont interdit cette pratique, mais selon l'ONU, dans certains pays comme le Mali, par exemple, l'Égypte, le Soudan ou encore la Guinée, plus de 80% des jeunes filles ont subi une mutilation génitale. Et en Somalie, c'est 98% des jeunes filles qui ont été excisées. Alors c'est vrai que le plus souvent, on parle d'excision, mais il existe plusieurs formes de mutilation génitale. Le but étant toujours de modifier les parties génitales de ces jeunes filles pour des raisons tout simplement de pureté ou de chasteté. C'est donc un acte barbare qui est pratiqué pour des raisons culturelles et religieuses, avec, on le sait, des conséquences sanitaires très graves pour ces jeunes filles. En 2019, le gouvernement français a lancé un plan contre l'excision et grâce, si j'ose dire, à ce rapport, on a appris que malgré l'interdiction de cette pratique en 2006, ce sont 60 000 femmes qui ont été excisées en France en 2019. Donc on sait que l'immigration massive est une des problématiques importantes. Et cette immigration massive fait que l'on se retrouve de plus en plus confronté à cette problématique en Europe. D'ailleurs, un rapport de l'Union européenne qui est sorti en 2018 nous rapporte que 500 000 femmes ont été excisées donc, au sein de l'Union européenne. Alors moi, en tant que maman d'une petite fille, je trouve absolument scandaleux que cette pratique barbare se retrouve sur le sol de notre propre pays et tout ça à cause d'un laxisme et d'une tolérance passive face à une immigration qui est bien souvent incontrôlée. Nous sommes Français, Européens, Françaises et européennes et donc nous avons une culture et une dignité face à la vie humaine et en aucun cas la culture, la religion ou une tradition n'est un argument pour justifier ces violences envers les femmes. Alors même s'il faut saluer les différentes mesures, notamment qui sont sorties grâce à ce rapport en 2019, il faut absolument pointer du doigt les vraies raisons et les vrais problèmes et surtout les vraies solutions. Donc il faut être ferme, évidemment, contre l'invasion de l'Europe par des dogmes religieux venus d'ailleurs qui sont totalement incompatibles avec nos valeurs et être ferme aussi face à ces dérives culturelles que l'on pourrait laisser prospérer sous prétexte de vivre ensemble. Catherine Grisé, je sais que la question de la protection de l'enfance vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, merci Tamara. En effet, je m'intéresse beaucoup aux questions liées à la protection de l'enfance. Je vais d'ailleurs y consacrer un site internet qui verra le jour dans quelques temps. Et pour moi, parler du droit des femmes, c'est aussi parler du sort de ces jeunes femmes qui sortent complètement démunies de l'action sociale à l'enfance, de l'ASE, et qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, généralement à leur majorité, et qui plongent parfois dans la prostitution, la violence et la misère. C'est aussi penser à ces mères victimes de violences conjugales qui voient leurs enfants confiés à l'ASE, ou à ces mères qui ne peuvent pas élever seules leurs enfants et ont recours aux services sociaux. D'ailleurs, c'est enfin penser à ces nombreuses femmes des services sociaux, des métiers du soin, de la justice, qui gravitent autour de ce sujet de la protection des enfants et qui font un métier difficile, peu reconnu, avec des manques de moyens chroniques. Je pense qu'il ne faut pas oublier toutes ces femmes et les aider du mieux que nous pouvons. Julie Lechanteux, pour vous, quelle est la situation des femmes en Europe et comment est traitée cette question par l'Union européenne ? Merci Tamara pour cette question. Bonjour mesdames. Écoutez, il y a des chiffres sur le sujet qui en disent long.
C'est 220 000 femmes excisées chaque année en Europe et 125 000 femmes, très exactement, excisées chaque année en France. Avec une véritable mutilation du corps féminin qui ne correspond en rien à nos valeurs ni même à notre culture. Cette pratique archaïque et même barbare, je crois qu'on peut le dire, est le reflet de l'immigration de peuplement commandée par l'Union européenne qui submerge notre continent et qui apporte des coutumes d'un autre monde. L'Union européenne et la Commission n'aident en rien dans ce phénomène, bien au contraire, puisque nous avons pu le constater au travers des publicités qui ont été faites. En partenariat avec l'Union européenne, ils ont fait la promotion du hijab islamiste en le qualifiant d'instrument de la liberté. Il faut souligner que nous l'avons dénoncé, toutes, je crois d'ailleurs, à de nombreuses reprises. La Commission européenne et le Conseil de l'Europe financent des associations affiliées aux frères musulmans. Et Hélène, tu dois être très au fait sur ce sujet, puisque c'est à hauteur de 64 millions d'euros depuis 2007. C'est énorme. Et du coup, comment faites-vous exactement pour mobiliser justement vos électeurs, les Européens, en fait, face à ce danger ? Nous essayons de mobiliser nos concitoyens en les informant, en expliquant, en dénonçant, en communiquant les chiffres de la réalité. Nous organisons des conférences pour sensibiliser aussi nos concitoyens. J'ai pu le faire en octobre dernier à Fréjus, avec un franc succès, je dois le dire, car j'ai abordé le sujet en dehors de toute idéologie, avec du bon sens, je crois, pour défendre la condition des femmes, avec plusieurs intervenantes, dont une dame qui a plusieurs associations en lien avec ces femmes, qui œuvrent sur le terrain pour les loger, pour les abriter en cas de violence conjugale ou en cas de difficulté pour éduquer les enfants. Merci Julie Luchon. Merci à vous. Hélène Laporte, vous êtes présidente de la délégation française du groupe Identité et Démocratie, donc la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Comment avez-vous voulu marquer la célébration de la Journée internationale des droits des femmes cette année ? Bien, la Journée des droits des femmes, c'est quelque chose où on met bien évidemment en valeur les femmes. Et je pense, j'ai une pensée particulière, même si ce n'est pas spécialement en cette journée, pour les femmes qui ont un cancer du sein. Il y a une femme sur 8 qui va être touchée par le cancer du sein. Suite à cette annonce, il y a un couple sur 2 qui se séparera. Je veux dire, le cancer du sein, c'est un problème, bien sûr, de maladie, mais c'est un problème de globalité dans toute une vie. À l'heure actuelle, il y a pas moins de 12 000 décès par an en France du cancer du sein, et il y a plus de 55 000 cas de cancer du sein par an. Alors, ce n'est pas une fatalité, puisque actuellement, si un cancer du sein est pris à temps, il y a 90% de guérison. Il y a chaque année Octobre Rose, c'est un phénomène qui se passe sur tout le mois d'octobre où il y a pas mal d'événements, que ce soit des courses, que ce soit diverses manifestations pour engager les femmes à faire de la prévention, engager les femmes aussi à aller se dépister, engager les femmes à également s'autopalper puisque ça commence bien souvent comme ça. Il y a eu la pandémie qui est passée par là et qui a eu aussi des effets dévastateurs par rapport au dépistage ou autre. Avec la pandémie, il y a eu un retard de dépistage. Il y a eu des personnes qui se sont un petit peu moins écoutées parce qu'on ne pouvait pas spécialement aller dans les hôpitaux ou autres pour faire des consultations. Il y a le cancer du sein et puis après, il y a les traitements qui en découlent avec des soins post-opératoires qui sont coûteux, notamment les consultations de psychologie, l'achat d'une perruque ou l'achat de soutien-gorge adapté face à cette maladie. Donc moi, je pense à ces femmes parce qu'il y a bien évidemment le côté médical, il y a le côté intimité et puis il y a le côté familial qui en pâtit complètement. Quand on est frappé par le cancer, il y a cette notion aussi où on peut tomber dans une précarité sociale. Il faut savoir qu'il y a une femme sur 5 qui renonce à la reconstruction mammaire parce que ça coûte cher et parce qu'elle n'est plus en capacité de subvenir à tout le reste. Donc j'ai un message à faire passer, surtout pour les femmes qui sont âgées entre 50 et 75 ans, d'aller se faire dépister. Le dépistage, il est simple, il est gratuit et surtout il est primordial pour permettre de guérir s'il y a quelque chose. Et donc, est-ce qu'il est vrai qu'ici, au Parlement européen, les sujets comme la défense de la famille, de la natalité ou les violences et la discrimination dont sont objets les femmes, notamment au nom de l'islamisme, est-ce que ces sujets ils restent encore tabous ?
C'est-à-dire que sous couvert de toujours vouloir défendre une politique où les femmes peuvent s'exprimer, c'est tout l'inverse. Puisque la politique de la natalité, elle est quand même plus mise en retrait. On ne parle pas spécialement non plus de ces femmes qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont frappées par la maladie. Et en effet, pour être dans la bien-pensance, on met trop souvent ces sujets de côté. Et du coup, au final, quelle vision de la femme défend votre délégation ? Une femme libre, une femme qui fait ce qu'elle veut, une femme qui n'est pas soumise à des dictates. Merci Hélène Laporte. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.